Alors, il nous a dit qu'il a mis son meilleur parfum pour notre interview. On va parler aujourd'hui de coaching, d'accompagnement, de coach et professionnel de l'accompagnement. On va parler de conférences. On va parler vraiment du métier, de ces métiers qui sont de l'accompagnement, de comment faire pour justement arriver à performer là-dedans. Pourquoi? Parce que je suis avec un consultant qui aide ce public-là. Je suis avec Cédric Copy. Merci à toi de venir ici. Bah écoute, merci Nico de m'avoir invité. Je suis très content. J'ai découvert que c'était que de l'audio, c'est pour ça. Voilà. D'où l'histoire du parfum. Bon, vous n'aurez pas le plaisir de le sentir. Vous serez déçus, vous n'aurez pas ni l'odeur, ni la vue. Vous avez juste l'audio. Et comme ça, on va plonger pleinement. Mais je suis sûr qu'en utilisant ces 5 sens, et notamment l'interne, vous allez pouvoir sentir ce parfum doux et suave de notre ami Cédric. Donc Cédric, avant de commencer, je vais te demander rapidement de te présenter à nos auditeurs. Et puis après, on Ouais, rentrera un petit peu plus dans le détail. ouais. Alors, bah moi, depuis 2009 que je travaille exclusivement avec des coachs, des professionnels de l'accompagnement. Je les aide à se positionner, à créer leurs offres, à mettre en œuvre des stratégies qui sont adaptées au public qui cherche à joindre et à qui ils veulent vendre leurs services. Donc, je les aide aussi à vendre, aussi bien en ligne que en face à face, et plutôt sur des offres d'accompagnement, euh, sur des offres d'accompagnement qui visent vraiment à créer une transformation. Hmm. D'accord. Et par rapport à ce public-là, c'est quoi le plus gros problème qu'il rencontre aujourd'hui? Alors, les problèmes, on commence à lister les problèmes des coachs et des professionnels d'accompagnement. On est peut-être là pour un moment. Il y a des challenges, c'est normal, c'est de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, il y a des challenges. Moi, ce qui ressort vraiment de mon expérience, évidemment, ça a changé au fil des années. Hein, les problèmes de 2009, d'il y a 10 ans, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein, euh, mais, euh, mais je dirais il y a souvent cette question déjà de ce challenge d'avoir un esprit entrepreneurial. Ça peut être un véritable challenge. C'est souvent des gens qui viennent euh, soit du salariat, soit euh, qui sont qui viennent dans une deuxième carrière où bon, du coup ils ont une perspective très salariée et du coup ça demande de faire un shift. Ça c'est un véritable challenge de savoir se repositionner d'adopter un état d'esprit d'entrepreneur par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on propose. Et du coup, c'est quoi la différence entre l'esprit, le mindset salarié et entrepreneur? Le mindset du salarié, il vient en proposant un tarif à l'heure, il vient avec en tête un tarif à l'heure qui correspond à une somme d'argent, un tarif qui va arriver directement dans sa poche, alors que Hmm. en fait, c'est pas du tout la réalité. Donc il y a cet aspect-là, il y a du coup ces calculs de voilà combien d'heures je dois vendre pour arriver à me faire un salaire qui équivaut à ce que j'avais avant, parce que du coup il y a beaucoup ce référentiel-là. Mhm. Euh, il y a beaucoup cette notion de mettre en avant plutôt un service et les moyens qu'on met en œuvre plutôt que les bénéfices de ce qu'on propose et de la transformation qu'on va apporter. Donc il y a voilà toutes ces choses-là qui peuvent vraiment être bloquantes et être un peu la balle dans le pied qu'on peut se tirer très très tôt si on ne fait pas un shift déjà. Ça c'est Hmm. Alors, c'est un très bon point que tu soulignes parce que figure-toi que c'est quelque chose qui m'a suivi très longtemps. C'est-à-dire que j'avais le référentiel quand je créais même une formation numérique. Et c'est tout à fait légitime de le faire. Je regardais le nombre d'heures de formation pour évaluer le prix de ma formation. Idem pour des prestations que je faisais d'accompagnement ou autre. Donc ça a été un shift qui a été très long à partir chez moi. Et parfois, je peux retrouver aussi d'anciens mauvais réflexes. Qu'est-ce hmm. que tu pourrais dire justement aux personnes qui sont soumises à ça, qui ont tendance à quantifier leur travail au regard du nombre d'heures, par exemple? Hmm. Bah, déjà, je dois dire, Nico, t'es pas le seul, et moi-même, c'est aussi quelque chose auquel je dois faire attention.
Justement, quand j'ai des clients qui viennent avec vraiment ce référentiel-là et que je leur dis non, ça c'est non, ce que je dirais, c'est vraiment de se focaliser sur la valeur de ce qu'on apporte, sur se dire ok, quelle valeur ça a, quels sont les moyens, enfin les moyens, mais les moyens mis au service d'un objectif, d'un résultat. Il y a des situations où c'est beaucoup plus facile parce que on va être sur, ça peut être voilà, c'est du marketing, des objectifs de chiffre d'affaires, des choses comme ça. Donc on peut facilement voir que ce qu'on investit par rapport à ce que ça nous rapporte, ça va être beaucoup plus simple. Mais il y a des cas où effectivement c'est plus compliqué et et du coup on a ce référentiel d'un tarif horaire ou ça va être quand on n'a pas d'idée, on revient au tarif horaire. Et en général, c'est pas une bonne façon de calculer et une bonne façon de reconnaître la valeur de ce qu'on apporte. Donc moi, ce que je recommanderais, c'est chaque fois que vous êtes en train de faire des divisions, globalement, si vous êtes en train de faire des divisions par 60, en général, c'est un indice que vous êtes en train d'essayer de faire un tarif à l'heure. Et là, il faut, hop, on pose le stylo, on s'arrête, on prend une grande respiration, on se dit, ok, c'est quoi la souffrance des personnes que j'essaie d'aider, comment ça va transformer leur vie. Et comment ça va transformer leur vie et du coup qu'est-ce que ça peut valoir sur cette base-là plutôt que juste sur la base d'un tarif horaire qui va créer une objection. Comment? La valeur du résultat spécifique, voilà. Non la valeur du process. De l'expérience, de la transformation, pas forcément les moyens pas le moyen ou le temps qu'on va y passer, parce que là du coup on est dans un référentiel salarié et c'est c'est pas un bon levier c'est pas un bon levier de son expertise et de ce qu'on a apporté, parce que la mesure du temps c'est toujours rallié à cette voilà, je vends mon temps en gros, le salarié vend son temps en gros, donc il fait un peu une espèce de rabais là-dessus, son employeur du coup achète en gros ce temps-là, mais c'est pas du tout c'est un référentiel qui va créer des objections chez les clients ensuite. Notamment si on leur dit qu'on est mieux payé à l'heure qu'eux, alors ça peut être rédhibitoire. Complètement. Et je rajouterais aussi un point qui pourrait vous aider justement dans cette perception-là. C'est imaginez que vous souhaitiez arrêter de fumer, enfin que quelqu'un souhaite arrêter de fumer, et il y soit arrivé. De là, il est passé par plusieurs techniques. Le patch et un livre qui a permis une prise de conscience, qui a permis d'arrêter de fumer. D'ailleurs, j'ai des exemples d'un livre. Tu connais peut-être le livre d'Alan Carr. Comment il s'appelle ? J'ai un ami qui était devenu végétarien grâce à justement ce bouquin. Donc le process de transformation de certains livres est véritablement présent. Maintenant, donc imaginez que vous avez les patchs, vous avez investi 200 € en patch et vous n'avez pas arrêté de fumer. Et vous avez acheté ensuite un livre à 20 balles et vous avez arrêté de fumer. Qu'est-ce qui a le plus de valeur ? Est-ce que c'est les patchs à 150, 200 € ou est-ce que c'est le livre ? Et là, du coup, on a la fameuse réponse à la question, c'est pas la valeur du process en tant que tel, puisque finalement, le patch coûte plus cher que le livre, mais c'est la valeur du résultat. Et donc là, voilà, c'était juste la petite parenthèse pour rejoindre ce que tu viens de dire. Et pour compléter l'exemple que tu donnes, si on réalise l'économie que ça peut représenter d'arrêter de fumer par rapport à la consommation qu'on a, on peut très vite se rendre compte que ça pourrait au moins valoir, être sûr d'arrêter de fumer, ça peut au moins valoir, je sais pas, peut-être plusieurs mois de consommation de cigarettes ou 6 mois, sans compter la valeur sur la santé, et puis d'utiliser aussi une méthode qui va être durable. Qui va être et qui du coup voilà va vraiment représenter un gain aussi bien pour la santé qu'un gain financier donc ça c'est toujours difficile à estimer, mais en tout cas ça peut pas juste se résumer à un nombre d'heures passées, quoi. D'accord, super intéressant.
Alors, je me rappelle, on s'est rencontrés la première fois, c'était en 2016 au Salon des indépendants du web, Ouais, c'était. ouais. Et ça faisait très longtemps que je te voyais sur Internet, peut-être 2012, 2011, je sais pas. Mais ça Mhm. faisait un bail que je voyais ton nom sur Internet, que j'avais lu des articles à toi. Et donc du coup, j'en viens à ma question. C'est comment, eh bien, tu trouves tes clients aujourd'hui? J'imagine que tu utilises pas mal Internet, ou peut-être pas que. Quelles sont tes stratégies justement pour arriver à trouver ton public et tes clients? Mhm. Ouais. Alors, en fait, moi, j'ai vraiment pris le parti d'être un peu, de faire de la recherche et du développement pour mes clients parce qu'ils viennent me voir avec des cibles B2B, des cibles plutôt des particuliers ou des fois ils savent pas encore. Hmm. Euh, et puis, et du coup, ben, en fonction aussi de leurs appétences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils aiment faire pour communiquer, pour communiquer la valeur de ce qu'ils ont apporté, c'est l'essence du marketing. Hein. Hmm. Ben, en fonction de ça, c'est là que ben, moi, j'ai fait en sorte de tester un maximum de choses et de pouvoir, du coup, leur dire, OK, pour toucher cette cible-là, on va mettre ça, ça en place, et puis on va essayer de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, de façon bah déjà dans un premier temps tester, voir ce qui fonctionne, voir ce qui a besoin d'être amélioré, voir ce qu'il faut mettre de côté, et avoir un peu un processus itératif comme ça. Hmm. Donc moi aujourd'hui ce que j'utilise, bah, c'est vrai que dès le début Internet c'était une de mes forces. C'était euh, ancien informaticien qui découvre le marketing dans son tout premier job, qui découvre aussi le coaching et qui se forme et puis à un moment se dit bah en fait il y a un besoin là-dessus, donc c'était en 2009. Bah, c'est vrai que le web c'était vraiment ma force. Et au début, c'est ce que je proposais aux coachs et professionnels de l'accompagnement, c'était d'utiliser leur site internet pour trouver des clients. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que le symptôme d'un site internet inefficace, c'est en fait bien souvent la qualité du message, du marketing sur un site internet et qui enfin reflète directement la compréhension que la personne a de son marché, et de la valeur qu'elle apporte, etc. Donc je me suis rendu compte que effectivement c'était pas juste le site internet, parce qu'à l'époque dans leur tête les gens, les coachs, un site internet, bah, il fallait le donner au webmaster, on cochait la case puis on passait à autre chose. Mais en fait ils voyaient pas du tout le potentiel que ça avait. Donc moi ça a été c'était d'abord là-dessus et ensuite je me suis rendu compte plus profondément après des sondages et mettre casser la gueule quelquefois sur des formations qui du coup n'ont pas trop marché. J'ai compris que qu'en fait c'était plus fallait se repositionner sur comment vendre, comment créer ses offres, comment se positionner, comment générer des rendez-vous, et que c'était beaucoup plus là que ça se passait, et que le site internet, oui, ça a une stratégie, mais que c'est pas forcément pour tout le monde. Hmm. D'accord, d'accord. Donc, en fait, toi, tu as fait un petit peu du bêta testing, on va dire, pour tes clients, de ce qui marche pas. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour l'acquisition de clients? Est-ce qu'il y a un support, un média en particulier, ou est-ce que c'est quand même assez Alors, moi, ouais, comme je dis, j'ai tout testé. Bon, j'ai mon blog professionnel hein, sur lequel j'ai plus de 200 articles. Donc ça, c'est une source de trafic et de prospects. J'ai beaucoup développé les différents réseaux sociaux. Tu Euh, l'alimentes encore, ton blog? comment? Tu l'alimentes encore, ton blog? Ouais, ouais, j'alimente encore. Régulièrement, là même là sur les 3, 4 derniers mois, j'ai mis une douzaine d'articles par mois, donc quand même D'accord. Wow. de manière assez soutenue. Euh, et puis ouais, et en même temps, si on l'entretient pas, le trafic peut vraiment baisser, se casser la Hmm. gueule, quoi. Hmm. Donc parce que si Google ne voit plus de mise à jour, eh ben il va le mettre de plus en plus loin dans ses sites à revisiter, alors que s'il y a des Hmm. publications régulières, il va faire en sorte que ces petits robots y aillent plus régulièrement. Euh, donc ouais, ça reste quand même important de publier plus ou moins régulièrement. Après, bah, justement, il y a tout ce qui est webinaire. Moi, j'ai développé une liste de contacts je dois avoir 15 000 contacts, quelque chose comme ça, 15 000 environ. Donc, bah, c'est générer des rendez-vous à partir de ma liste. J'ai tout un système de vente du catalogue de formation en ligne que j'ai créé pour répondre spécifiquement aux besoins des coachs et pros de l'accompagnement, quoi mettre sur son site web, comment organiser ses propres conférences, ateliers et les remplir.
et vendre et générer des rendez-vous lors des conférences. Donc en fait, moi j'ai vraiment exploré tous ces domaines-là. Donc ma liste de contacts, mon site web, ma liste de contacts, les réseaux sociaux. J'ai mis en place des stratégies actives sur LinkedIn. Mhm. J'ai une présence sur les différents réseaux sociaux. Donc il y a ça, et puis après il y a tout ce que je fais hors ligne. J'organise des événements qui s'appellent Booster Entrepreneur Solo, Mhm. principalement sur Lyon, où alors, en général il y a on va dire 25-30 participants qui viennent sur un après-midi, et c'est comme ça aussi que bah, je, je, je génère des rendez-vous par ce biais-là. Euh, j'ai monté aussi un réseau. Alors pour moi, le réseautage, par exemple, c'est vraiment une stratégie à utiliser qui est plus intéressante quand on est soi-même l'initiateur du réseau, parce que du coup, bah, tout le monde passe par, euh, Mhm. on est amené à rencontrer tout le monde puisqu'on est le point de contact lorsque les gens arrivent. Et ça, bon, je trouve ça beaucoup plus intéressant, et ça donne un positionnement plus intéressant aussi que simplement d'arriver en tant que participant à une rencontre. Donc, créer soi-même son propre réseau, son Voilà, propre événement. Euh, exactement, pour proposer aux gens de venir échanger autour d'une thématique voilà, sur laquelle on a une forme d'expertise. Donc le but c'est plutôt de créer du lien, d'échanger, de développer un réseau, et dans l'eau il y a forcément au bout d'un moment des gens qui disent ah bah tiens moi, ça m'intéresse ce que tu fais. Des fois ils viennent juste pour vérifier si ce qu'ils ont vu sur internet correspond à la réalité, quoi. Et qu'est-ce que tu recommanderais justement aux personnes qui souhaitent, qui aimeraient développer ça justement? Comment on fait pour commencer à créer des événements, un réseau? Quels seraient les bons conseils pour développer ce type de stratégie-là? Euh, Bah en fait, l'appui qui est toujours intéressant, même aujourd'hui, même s'il y a toujours des gens qui sont là pour dire oui, ça c'est mort, l'email c'est mort, etc. Non, pas du tout en fait. Pour moi, c'est construire cette base de contact de gens qui vous suivent sur un sujet clairement identifié, un sujet clair, pas juste améliorer sa vie, parce qu'améliorer sa vie ben c'est devenu du bruit aujourd'hui sur Internet. Il faut avoir une proposition de valeur aussi différenciée que possible, sur laquelle les gens vont avoir envie de vous suivre. Et ça, c'est une urgence. Si vous entendez, ça c'est C'est, c'est l'urgence du moment. voilà, c'est ça, c'est l'urgence du monde. Si vous avez pas commencé à construire, à vraiment identifier là où vous avez une valeur ajoutée, et à construire une base de contacts qui vous suivent par intérêt sur ce sujet, et du coup avec un intérêt potentiel pour vos services que vous allez proposer ensuite, ben si vous l'avez pas encore démarré, ben faites-le là, juste à la fin de ce podcast, quoi. Hmm, hmm. C'est c'est euh, c'est comme pour planter un arbre. D'accord, intéressant. Tu m'as dit aussi que tu es conférencier. Mm-hmm. J'aimerais que tu nous parles un peu plus de cette activité et sous un axe tout particulier. On a un peu discuté en off, tu m'avais parlé du côté introverti. Alors comme moi Mm-hmm. et comme beaucoup d'auditeurs, certains sont extravertis, d'autres introvertis. Les challenges sont différents pour les uns et les autres, mais justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos amis et amis eux et amis qui sont introvertis, et est-ce que le métier de conférencier est fait pour elles ou eux déjà? Euh, alors moi je pense que oui, tout métier est il y a pas de raison de pas y aller, hein. Il n'y a pas que les grandes gueules qui ont des choses à dire. C'est- Donc le moi j'ai vraiment j'ai un nature, si on se penche sur le MBTI, moi je suis un introverti. J'ai beau avoir je fais de l'improvisation théâtrale depuis plus de 10 ans. euh, je je monte sur scène dès que je peux, soit dans le monde professionnel, soit dans le monde soit dans mes vies personnelles, pour aller faire du stand-up, des scènes ouvertes, des choses comme ça. Et pourtant je reste introverti, c'est-à-dire que au sens du MBTI, moi, j'ai besoin de moments pour me recharger dans mon Pour te coin. recharger seul, ouais. Euh, Quand le téléphone sonne, c'est ah tiens, qui vient me déranger, plutôt que ah Mm. chouette, quelqu'un m'appelle. Donc c'est vrai, c'est plus comme ça que que je me repère dans le côté introversion, extroversion Tout et à fait. extraversion. C'est bien de Euh, préciser, ouais. Mm. mais ça veut pas dire que du coup, si on a cette tendance-là d'avoir besoin de se régénérer dans son coin seul par moment, ça veut pas dire qu'on peut pas être conférencier, pas du tout. Moi, je prends un plaisir énorme
à être sur scène. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est terminé, ben j'ai besoin de ce temps, dédié. Qu'on te foute la paix. Voilà, exactement, ouais, exactement, de pouvoir recharger mes batteries en me reconnectant voilà, à moi-même, Ouais. à la tranquillité, au silence, quoi. Ah Donc, ouais, non, mais... voilà, si vous êtes introverti, ça demande mais ça s'équilibre. Moi aujourd'hui, quand je fais le test du MBTI, en fait, le test me sort que je suis plutôt extraverti, mais Mm. tu vois, le pourcentage, c'est genre 58 ou 54, 46 quoi. Donc ça a vraiment équilibré. Là où avant j'avais une forme presque d'anxiété sociale. Je pouvais pas être avec plus de 3 personnes dans la même pièce. J'avais très peu d'amis parce que ça faisait trop de gens quoi. Donc Tu t'es vachement challengé du coup avec la création d'événementiels et tout ça. ouais, c'est l'impro. C'est moi, c'est vraiment l'impro qui m'a apporté ça. C'est-à-dire que j'y suis allé pour le développement personnel. Hein. Je voyais que j'avais besoin d'aller plus facilement vers les gens. Puis je me suis découvert. J'ai découvert que l'humour que j'avais avec les 2 3 amis que j'avais, ben en fait, ça pouvait faire rire d'autres personnes. Que ça m'a vraiment permis de me découvrir, d'oser, de me lancer. Je pense que ça a aussi beaucoup contribué au fait que j'ai trouvé les ressources, le courage de me lancer aussi en tant qu'entrepreneur il y a Mm. 10 ans. Tu fais encore de l'impro? Ouais, en ce moment, je fais des comédies musicales improvisées. Donc, Waouh. on est complète sur scène et on démarre voilà, une histoire sur une impulsion du public. On démarre une histoire dans un lieu. On demande au public la relation entre les personnages, le lieu. Et puis on démarre comme ça une histoire avec donc sur scène. C'est chaud une comédie musicale. Ah ouais bah c'est un beau challenge mais tu vois moi c'était au bout de tant d'années d'improvisation j'avais besoin d'un truc nouveau quoi Ouais. d'un nouveau format d'une nouvelle façon de me challenger et ouais on est là on chante de manière improvisée sur des airs que les musiciens improvisent on fait couplets des refrains on chante à plusieurs et au milieu de ça on construit une histoire qui dure 1 heure 1 heure et quart donc ça c'est une belle expérience d'être dans l'instant présent de lâcher prise de spontanéité Mm. et et on s'éclate quoi donc ouais mais c'est quelque chose que euh, c'est une activité que j'apprécie énormément. Et j'imagine que ça t'a énormément aidé pour la conférence, pour le métier de Ah, conférencier. en fait pour moi la prise de parole en public ça se résume vraiment à une qualité de présence Mm. à soi à son audience et cette capacité à créer du lien et à échanger à être en connexion donc l'impro c'est parfait pour ça Mm. alors ça reste quand même des compétences un peu différentes. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des improvisateurs qui peuvent avoir beaucoup d'expérience sur scène en improvisation. Quand ils prennent la parole, c'est des hésitations en permanence comme ça. Et en fait, parce que ils n'ont pas travaillé spécifiquement les compétences de la prise de parole, mais Mm. ça donne déjà tout le naturel, toute la qualité de présence qui fait que la personne, elle peut être charismatique au-delà et à l'aise et naturelle. C'est ce à quoi on vise en fait, c'est d'être aussi naturel, pas être en mode bon là je suis en mode prise de parole et là je suis en mode, c'est vraiment d'être aussi naturel, être autant soi que possible dans ce contexte, dans ce Et contexte-là. alors, là, c'est une question qui peut être, ça me l'air assez paradoxal et pourtant qui fait tout son sens. C'est comment arriver à être naturel dans un milieu, dans un exercice tel que la conférence. Bon, c'est large comme Bah, question. moi je dirais que c'est vraiment développer bon il y a la pratique hein, ça c'est sûr, mais une pratique orientée vers développer sa qualité de présence. Et c'est ce que fait naturellement l'impro. L'improvisation développe la qualité de présence parce que quand on est à plusieurs sur scène et que il y a le musicien qui commence à démarrer de la musique, il y a quelqu'un qui rentre, qui nous dit quelque chose, il faut l'écouter, dans quelle émotion il nous le dit, il faut y répondre mais de manière rapide. Donc en fait, on développe énormément la qualité de présence et c'est c'est vraiment ce qui fait un bon orateur. Un orateur qui est présent qui se laisse pas embarquer par ses émotions, par son stress, par son trac, mais qui est présent et qui pratique dans la présence, va être un bon orateur, un bon conférencier et va pouvoir être naturel sur scène. D'accord. Donc la présence, sinon il y a aussi voilà une dizaine d'heures de méditation par jour pendant une dizaine d'années. Mais bon, c'est 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 une un, autre approche. voilà. Ouais. Il prend un peu plus de temps. Mm. D'accord, super, super.
Et tes conférences, tu les fais sur de quelle thématique? J'imagine sur les thématiques qui sont en lien avec ton cœur de métier. Alors, là sur le l'axe conférencier, moi j'ajoute aussi, donc évidemment il y a la dimension marketing, hein, ça fait partie un peu de mon ADN maintenant, mais il y a aussi la dimension prise de parole et mettre de la spontanéité là-dedans et, et de l'humour donc les sujets de mes conférences. Par exemple, j'ai une conférence sur 7 principes pour convaincre avec la prise de parole en public. Hmm. Là, je fais appel à des principes de l'influence, du marketing, mais je traduis ça dans le contexte de la prise de parole, parce que en fait, quand on prend la parole en public, la plupart du temps, c'est pour convaincre les gens. Hmm. C'est pour les convaincre de quelque chose, pour faire passer un message, une idée, pour qu'ils adhèrent à ce qu'on propose. Donc, voilà, j'ai donné cet angle-là. Et puis du coup, je fais en sorte de mettre à l'intérieur des choses expérientielles, des choses que les gens vont vivre, qui vont au-delà de juste écouter mentalement, rigoler un peu et puis passer à autre chose, mais vraiment que les gens aient vécu les choses. J'aime beaucoup faire venir des gens sur scène aussi, et j'utilise en fait les ressorts de l'impro qui font que on casse ce mur entre celui qui sait et puis les autres qui écoutent et qui sont là. Mais en fait, autant que possible, briser ce mur pour dire on est plus intelligents tous ensemble. Moi, je viens vous parler d'un sujet, j'ai préparé des choses évidemment, mais aussi il y a une part, laissons une place à ce qui peut émerger et qu'on ne sait pas on ne sait pas encore qu'on sait ça ensemble. Donc venez me rejoindre et voyons ce qu'on peut vivre. D'accord, ouais. Donc du coup, oui, tu utilises tous les outils justement, ou du moins certains outils de l'impro qui te permettent d'enrichir encore plus ton expérience. Tu Ouais. m'as dit aussi en off, tu es coach certifié. Donc j'imagine que tu t'es formé à quelques disciplines. Tu les intègres dans ton métier de consultant aujourd'hui? Comment tu fais dans le métier de conférencier? Quel est ton lien entre le consulting, le coaching et ces deux mondes-là qui finalement sont complémentaires? Ouais. En fait, ce qui différencie c'était Alain Cardon que j'avais entendu en parler de ça. C'était qu'est-ce qui différenciait coaching, formation et conseil. Et en fait, pour moi, c'est des façons d'accompagner, c'est des modes, c'est des postures qu'on va adopter en fonction des besoins du client. Et pour moi, il y a qu'une chose qui est importante, c'est aider notre client à avancer, à transformer ce qu'il a besoin de transformer. Et pour ça, moi, ma perspective, c'est passer d'une posture à l'autre, de la posture de coach. Il a besoin de clarté, s'il a besoin de lever des blocages, de libérer certaines émotions, de clarifier peut-être des choses pour pouvoir continuer à avancer dans l'action. Si je vois qu'il a besoin de ressources, je vais pas continuer à lui poser des questions ouvertes mais si j'ai des ressources à lui proposer, là je vais plutôt mettre ma casquette de consultant je vais le faire bénéficier de mon expérience dans le domaine. Et puis la formation, lorsque besoin, des fois on a juste besoin de se mettre à niveau avec de la formation. D'accord. Donc c'est de pouvoir passer d'une posture à l'autre en fonction de ce qui est le plus au service du client et pas juste rester dans la posture de moi je suis coach et je fais que du coaching et je pose que des questions parce qu'on arrive à des choses absurdes. Moi une fois j'ai une cliente qui elle crée un blog puis elle me montre ses premiers articles et il y avait que des questions dedans. Elle me dit mais moi je suis coach alors je pose des questions. Mais bon, t'imagines un article de blog où il y a que des questions. Au bout d'un moment, ça marche pas trop. Ça marche pas des masses. Donc il y a vraiment Ouais. des fois c'est besoin de dire ok, oui, c'est bien de connaître les postures et de les utiliser, mais de les utiliser à bon escient au moment où il y en a besoin. Donner la permission aussi, quoi, parce que c'est ça qui se cache derrière. C'est finalement, j'imagine que cette cliente-là, au fond d'elle, elle, au vu de tout ce qu'elle a appris au travers de son école, elle s'est interdit de pouvoir faire, de libérer vraiment toute la puissance de ce qu'elle est. J'ai une amie, ouais. Non, je t'écoute. J'ai une amie, tu vois, par exemple, qui me disait récemment
que elle, au début, donc elle faisait de la formation en ligne, et elle faisait un petit peu de coaching. Elle a fait du coaching et elle était pas très très à l'aise sur le coaching. Pas que ça se passait pas bien, mais c'était impactant, mais pas plus que ça. Et en fait, elle est revenue un petit peu en arrière. Elle s'est dit pourquoi est-ce que mes amis, mes potes viennent vers moi? Pour quelles raisons? Et souvent, c'était pour ses conseils. Et du coup, elle a fait switcher de coach à conseillère. C'est-à-dire qu'elle pose du question, elle fait le principe de questionnement. Et elle dit après, moi, ce que je te conseille à ta place, ce serait sympa de faire ça, 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 ça et ça. Du coup, au niveau de son titre, elle se présente plus comme coach, mais comme conseillère. Et elle m'a dit surtout, et c'est là où je veux en venir, c'est que finalement, en fait, son accompagnement en termes de résultats pour ses clients, mais ça a été le jour et la nuit. Elle m'a dit, mais il revenait vers moi, ça a véritablement changé l'impact transformationnel de ce qu'elle faisait vivre avec ses clients. Alors, je dis pas que ça veut pas dire là aussi qu'on ne se méprenne pas sur ce que je veux dire. Ça veut pas dire que le coaching est à jeter ou pas, loin de là. C'est juste que pour elle, dans son attitude, dans sa façon d'être et dans ses qualités, c'était plus le conseil que le coaching qui était là où était son X, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Pour moi, ces postures-là, c'est comme une boîte à outils. Quand j'entends des gens qui se présentent, je dis bon voilà, je suis coach et formateur. Ok, mais ça revient à ne rien dire du tout. Je suis coach et formateur. Ok, donc on sait que vous donnez des formations, on sait que vous êtes coach et que vous utilisez la posture de coach. Mais quoi après? Voilà, c'est ça, c'est que ça donne rien du tout. Mais bon, je pense, des fois, quand les gens se forment, ils ont besoin déjà de rentrer dans cette identité-là. Donc pour rentrer dans cette identité, peut-être qu'il y a besoin d'être un peu exclusif et dire, bon, non, moi, je suis coach et puis voilà. Mais ensuite, bon, avec la pratique aussi, on peut rentrer dans telle ou telle posture, en sortir et choisir ce qui est adapté au moment précis, en temps réel, sans forcément avoir à mettre un panneau ou changer de chapeau ou autre. Voilà. Et puis c'est difficile parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, ne serait-ce que tout particulièrement sur la partie du salariat ou autre, ou quand on remplit un formulaire par exemple pour l'administration, à un moment donné, il y a marqué profession. Donc on doit arriver à trouver une définition qui est la plus on va dire, dans les clous. Donc on va se rattacher à un métier en particulier, alors que tout l'art justement, lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, c'est d'être plus axé, et je rejoins exactement ce que tu disais initialement, d'être plus axé sur à quelle chose, qu'est-ce que je vais parler français, on va y arriver, à quel besoin j'aurai un service, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je donne comme solution, plutôt que quel est le process par lequel je vais faire amener la personne, quelle est la casquette que j'ai. On s'en fout finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant qui tu es, mais ce que tu vas m'apporter. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est pas évident. Pour finir, je poserai une dernière question que j'aime poser à mes invités et qui, je trouve, est toujours riche d'enseignements. C'est, peux-tu nous conter l'une de tes pires galères entrepreneuriales et surtout, qu'est-ce que tu en as tiré? D'accord. J'ai cru que tu allais me demander la marque de mon parfum, mais d'accord. Ma pire galère entrepreneuriale. Moi, c'est vraiment les expériences. Ma pire galère entrepreneuriale, il y en a plusieurs, en fait, il peut y en avoir à différents stades. Moi, je dirais vraiment là où j'ai le plus, où ça a été compliqué, c'est quand j'ai fait l'erreur de travailler avec les clients avec qui j'aurais pas dû accepter de travailler. Et souvent, c'est des moments où j'ai refusé de suivre mon intuition, ou alors j'ai pas fait attention à ce que mon intuition me disait. J'ai dit bon ok, allez, on y va, etc. Et bien souvent, ça a été source de problèmes. C'est-à-dire que un client qui donne des signes comme ça, qui éveille une intuition de oula, faut pas y aller. En général, cette intuition-là, elle est juste. Et moi, j'ai pas toujours su l'écouter.
Bon, ça vient aussi avec le métier, hein, c'est pareil. Hein. De la même façon, quand on démarre, ce qui est vraiment galère, moi je trouve, c'est souvent de savoir où s'adresser, à qui s'adresser, et qu'est-ce qui est réellement une opportunité, qu'est-ce qui n'en est pas. Et ça, c'est des choses une calibration, une expérience qu'on peut développer avec la pratique et l'expérience de toute façon. C'est aussi un peu cet autre exemple. Voilà, en général, c'est un exemple mais qui peut concerner des gens qui démarrent. Mais même au bout de quelques années, tant qu'on n'a pas rencontré le client qui va nous apprendre cette leçon-là, par exemple, moi, j'ai fait plusieurs fois l'erreur, mais à chaque fois, ça amène tout un tas de complications et de prises de tête qui au bout d'un moment, en fait, réellement n'en valent pas la peine. Donc, une fois qu'on a compris la leçon, en général, le problème de ce type de personnes-là, soit sans même s'en rendre compte, on les fait fuir, ou on donne pas suite. Mais ça, oui, ça a été vraiment. Une fois, j'ai accepté une personne qui a priori remplissait les cases d'avoir de l'expérience en entrepreneuriat, d'avoir un parcours, d'avoir du métier, donc qui montrait plutôt patte blanche, mais qui en fait avait un problème d'addiction que si j'avais tendu l'oreille, j'aurais pu me rendre compte, et assez vite au début, comme c'est des fois avec ces personnes-là, tout est tout rose, on est le meilleur des meilleurs, et puis petit à petit, on entend dire mais j'ai travaillé avec un tel, mais ça allait pas, je travaillais avec un tel, ça allait pas, je travaillais avec un tel, ça allait pas, et au bout d'un moment, on se retrouve aussi à être, après avoir été le meilleur des meilleurs, on est le pire des pires. Ouais. Et souvent, dès qu'il commence à y avoir une liste avec une ou deux personnes, c'est sûr qu'on est la troisième. Ouais, c'est bon. Et après, encore une fois, on l'apprend avec l'expérience. Donc, mais du coup, oui, ça, c'est le genre de choses. Moi, je dis sentir son intuition, respecter son intuition, et couper le plus tôt que possible, parce que c'est là où on pense que si ça peut le faire, c'est non. L'intuition est juste en général, et il vaut mieux couper court dès que possible, parce que ça évite tout un tas de complications, et ça permet de se focaliser sur ce qu'on aime faire plutôt que sur résoudre des problèmes qu'on n'a pas envie d'avoir, et qu'on peut ne pas avoir. Et pas avoir peur de se couper, vraiment garder ça en tête. N'ayez pas peur de vous couper des opportunités, parce que les opportunités, il y en a juste partout, même si on les voit pas. Et puis celles-là n'en sont pas des vraies, en fait. Ouais, c'est ça. C'est des fausses. C'est plus des nids à problème qu'autre chose. Exactement. C'est apprendre mais l'intuition le sait. Donc moi, c'est vraiment ce que je recommanderais, c'est sentez votre intuition quand vous devez travailler de manière proche avec une personne, et vous sentez qu'il y a des choses qui vont pas, et ça, en général, il n'y a pas besoin c'est pas au bout de 6 mois, on s'en rend compte assez vite. Sentez votre intuition, et surtout, ça c'est essentiel, je dirais. Génial. Super, Cédric. Écoute, merci pour cette interview. Pour finir, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on me retrouve sur mon site cabinetcomcoach.com. Ok. CABINETCOMCOACH.com, où on tape Cédric Copy comme coach sur Internet. De toute façon, les liens seront dans la description. Ouais, voilà. Si tu peux mettre un petit lien, ça sera parfait. Et puis voilà. Si vous voulez, sur mon site, j'ai, comme je disais, plus de 200 articles, des vidéos aussi sur YouTube. Donc tout ça, c'est trouvable à partir de mon site. Pour te contacter, pour pouvoir bosser avec toi. Yes. Tout est là. Yes. Super. Donc vous avez le lien qui est juste en description de l'interview, comme toujours. Et merci Cédric pour toutes tes lumières. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. C'était très riche en enseignements. Merci aussi pour le temps, parce que je sais que tu as un emploi du temps qui est assez chargé. Donc c'est très gentil à toi d'avoir pris le temps pour avec plaisir. Merci pour l'invitation, Nico. Avec grand plaisir. C'était vraiment un plaisir. Et à très vite, donc, pour de nouvelles interviews et de nouveaux conseils. Au revoir. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast, Le Business de la Connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien
pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le Business de la Connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.